Entre les lignes. Vous écoutez Entre les lignes, une émission scientifique et littéraire. De l'université à la librairie, de la librairie au studio radio. Entre les lignes, Une émission de l'université Paris-Nanterre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Entre les lignes produit par l'université Paris-Nanterre. Si vous aimez lire et si vous avez envie de découvrir des sujets scientifiques en tout genre, et c'est le cas de le dire aujourd'hui avec notre sujet, alors vous êtes au bon endroit. À travers les récits des érudites et des érudits de l'université, on vous invite à cultiver vos savoirs en droit, en archéologie, en philosophie, en histoire de l'art ou encore en éthologie. Entre les lignes, c'est une émission littéraire et scientifique puisqu'elle s'intéresse aux livres publiés par nos chercheuses et nos chercheurs. Que vous connaissiez ou non l'université Paris-Nanterre, ce podcast s'adresse à toutes et tous, aux curieuses, aux curieux, à celles et ceux qui aiment comprendre et en particulier les sujets des sciences humaines et sociales. Je suis Florian et je suis accompagné de Lisa. Bienvenue dans Entre les lignes. on ne naît pas femme, on le devient. Cette phrase vous dit peut-être quelque chose. Non ? Vous donnez votre langue au chat ? Eh bien, cette phrase, c'est une citation de Simone de Beauvoir. Et elle est tirée de son ouvrage Le deuxième sexe, paru en 1949. Bon, je vous l'accorde, ça commence à dater. Mais pourtant, ces mots résonnent avec un sujet contemporain, le genre. Et c'est justement du genre dont on va parler aujourd'hui. Et pour en parler, qui de mieux que l'un des pionniers des études de genre en France, Éric Fassin. Éric Fassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sociologie et en études de genre au laboratoire Sophia Paul de l'université Paris-Nanterre et également professeur de ces deux disciplines à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes aussi auteur de l'ouvrage Les études de genre, que on a mis juste ici, publié en mai 2025 aux éditions Que sais-je. Et nous avons la chance et la joie de vous accueillir aujourd'hui pour nous parler de ce livre. Merci et bienvenue dans Entre les lignes. Merci à vous de m'avoir invité. Entre les lignes, le plus scientifique des podcasts littéraires. Et donc, ma première question par rapport à ce livre, Les études de genre, va être sur le contexte historique que vous évoquez au début du livre. Pouvez-vous nous définir l'outil qu'est le genre et en quoi consistent les études de genre ? Les études de genre, c'est un champ d'études organisé autour d'un concept, le concept de genre. Ce concept, il n'a pas été inventé par les féministes, il date des années 50 et en particulier, il s'est développé dans le monde, on va dire, psychomédical et autour de questions qui étaient considérées comme des exceptions à la norme, à savoir les personnes qu'aujourd'hui on appelle intersexes et d'autre part, les personnes qu'on appelle aujourd'hui trans. Donc il y avait un projet qui était celui de l'après-Deuxième Guerre mondiale, d'essayer de penser que ce n'étaient pas des problèmes biologiques au fond, qu'il s'agissait juste de rétablir l'ordre des choses. Ça, c'est les années 50. Dans les années 70, les féministes s'en emparent. Et qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, d'un côté, elles reprennent ce concept, avec la division entre d'un côté le sexe, de l'autre le genre. Mais d'un autre côté, le projet est radicalement différent, puisqu'il ne s'agit pas de faire rentrer dans l'ordre, mais d'interroger l'ordre. Donc ce n'est pas un projet normatif, c'est un projet critique. Donc les féministes ne font pas la même chose que ce qu'on faisait dans les années 50, mais elles le font à partir du même concept. Alors, un des éléments, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à quelque chose de très important, c'est les campagnes anti-genre. Et c'est dans ce contexte-là que ce petit livre d'introduction aux études de genre est construit, il est élaboré, parce que, en fait, on parle beaucoup des études de genre depuis quelques années, en particulier depuis les années 2010 en France. Mais on en parle dans le contexte d'attaque contre les études de genre. Donc il est important de savoir de quoi on parle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire parce que je crois qu'un des enjeux pour les études de genre, c'est que ça vient précisément d'une histoire, et une histoire qui est une histoire d'abord féministe, mais aussi une histoire nourrie des mouvements LGBT.
Et donc, il s'agit de ne pas perdre de vue que ce n'est pas simplement un champ d'études isolé dans le monde universitaire, mais c'est en rapport avec la société et c'est en rapport avec des mouvements sociaux. Donc il s'agit de mettre l'accent sur cette histoire pour montrer aussi que c'est un enjeu politique, non seulement en raison des attaques, mais aussi parce que c'est un projet qui n'est pas seulement scientifique, qui est aussi politique et qui vise à poser des questions de liberté et d'égalité, c'est-à-dire des questions démocratiques. Et c'est bien pour ça que c'est l'objet d'attaques. Alors la transition est toute faite, merci, parce que vous parlez d'attaque. On voudrait vous faire écouter un son où vous allez entendre divers intervenants que vous allez probablement reconnaître, puis on réagit juste après l'extrait. J'ai grandi dans une famille avec des schémas traditionnels, des rôles genrés, c'était assumé et très clair. Et devinez quoi, j'ai jamais eu l'impression d'être en prison. Au contraire, ces repères-là, ils m'ont structuré, ils m'ont rassuré, ils m'ont donné un cadre. Je n'étais pas moins libre, j'étais même mieux orientée que beaucoup pour pouvoir faire des choix plus tard. On m'a appris qu'un homme, ça protège, ça prend des responsabilités, ça apporte des choses lourdes. On m'a appris qu'une femme, ça a une place spécifique au sein du foyer, mais aussi de la société, une dignité, une mission, tout ce que le féminisme appelle des stéréotypes, l'horreur, quasiment le nazisme. Moi, j'ai grandi dans les années 70 quand j'étais jeune et je sais très bien, j'ai connu le discours de l'époque, il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Je sais très bien que les identités ne sont pas seulement naturelles, elles sont aussi culturelles et que ça s'est construit. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi la construction d'une identité serait mal. Sans mauvais jeu de mots. Je pense que les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil du temps. Et je pense que c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation. Vous faites payer par tous les plus vulnérables de la société, par tous les plus fragiles de la société, un simple décalage de 3 mois. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Voilà, donc il y avait énormément de choses. Je vous rassure, la question elle sera plus simple. Donc on vient de voir pêle-mêle Yael Braun-Pivet qui récemment a fait un rappel à l'ordre sur censément une députée Sandrine Rousseau qui parlait trop fort d'un point de vue d'un collègue député masculin. On a vu aussi Thaïs Descuffon qui est une youtubeuse, vous la qualifierez, je sais pas comment, identitaire, ok. Et puis Éric Zemmour dans un extrait assez ancien qui date de 2006, mais qui abordait déjà ces sujets-là. On voit en tout cas du coup que le genre c'est un sujet qui traverse les époques et qui fait toujours l'actualité. On est parti d'Éric Zemmour en 2006 jusqu'à Thaïs Descuffon là en 2024-25. On pourrait aussi citer la série Adolescence sur Netflix qui aborde le sujet du masculinisme et des incels, la bataille judiciaire que le couple Macron est en train de livrer aux États-Unis contre une théorie du complot affirmant que Brigitte Macron serait un homme, ou encore les mouvements spirituels autour de la femme sacrée ou féminité sacrée. Bref, la question est la suivante. Pourquoi les êtres humains sont aussi préoccupés par le genre et pourquoi le sujet du genre crispe-t-il autant ? D'abord, tout le monde est effectivement traversé par ces questions. C'est-à-dire que nos vies sont en partie définies par un ordre sexuel, c'est-à-dire un ordre de genre et un ordre de sexualité. Ça, c'est le cas de tout le monde. Et ça nous touche dans notre intimité, c'est-à-dire dans nos relations amoureuses, dans nos relations sexuelles, mais aussi dans nos interactions sociales plus généralement. Donc, il est normal, en un sens, que la politique se saisisse de cette intimité qui nous importe en société, et pas simplement une fois la porte de la maison ou de la chambre à coucher fermée.
il se trouve que lorsqu'on écoute, par exemple, Éric Zemmour, on voit bien qu'il reprend un discours qui est celui du Vatican. C'est-à-dire, en 2004, on a le cardinal Ratzinger, qui est devenu ensuite Benoît XVI, qui explique que le féminisme, c'est un problème, d'une part, dans un texte qui s'appelle « La lettre aux évêques sur la collaboration entre l'homme et la femme dans l'Église et dans le monde », il explique donc que le féminisme, c'est un problème parce qu'il y a d'un côté, en gros, la guerre des sexes. On pourrait dire le fait de parler des violences. Donc ce serait Catherine McKinnon, la juriste états-unienne, si on veut, qui a parlé de harcèlement sexuel, de viol, de pornographie. Et d'un autre côté, et il ne nomme pas, mais on peut deviner, Judy Butler, c'est-à-dire l'effacement, selon le Vatican, de la différence des sexes. Il y a là-dessus à la fois quelque chose de vrai, c'est-à-dire que le féminisme pose des questions, mais en même temps, il y a une incompréhension radicale. C'est-à-dire que, oui, les études de genre montrent que l'ordre sexuel, il est construit. Mais ça ne veut pas dire que les études de genre disent « et demain, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de normes ». Elles disent simplement « si c'est construit, ça peut changer ». Donc c'est historique et c'est politique. C'est ce que, pour ma part, j'appelle la démocratie sexuelle, c'est-à-dire le fait que nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas fixées une fois pour toutes et où donc nous avons notre mot à dire sur l'ordre du monde. Bien sûr, ça pose des questions, à savoir c'est qui nous ? Qui est-ce qui est oublié dans cette définition ? Et on voit bien que la question des minorités sexuelles ou la question des femmes, c'est constamment un rappel au fait qu'il y a des gens qu'on oublie dans cette affaire qui n'ont pas la voix au chapitre. Donc, en fait, l'inquiétude, c'est l'inquiétude conservatrice, c'est de dire si le monde change, eh bien c'est le chaos, c'est l'anarchie. En réalité, ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple, nous vivons dans un monde où il y a de nouvelles normes qui ont pris de l'importance. Par exemple, sur le consentement sexuel. C'est une norme. Et c'est une norme qui a été largement négligée dans le passé. Par exemple, l'introduction du viol conjugal dans le droit, eh bien, c'est une norme et pas seulement une loi. Mais c'est pareil aussi sur les questions de pédocriminalité. Il y a eu pendant longtemps une certaine indifférence ou tolérance par rapport à ces pratiques. Aujourd'hui, c'est, à bien des égards, considéré comme le crime par excellence. Et on peut s'en réjouir. Mais ça veut bien dire que ce n'est pas la fin des normes, ce sont de nouvelles normes. Après tout, si Éric Zemmour, aujourd'hui, a pu être lui-même dénoncé par des femmes pour des pratiques considérées comme violentes, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les normes n'ont pas disparu. Donc, son inquiétude sur les normes, ça n'est pas en réalité sur la disparition des normes, c'est sur le fait que les normes changent. C'est bien ce que dit Thaïs Descuffon. Elle dit « Moi, j'ai appris avec certains stéréotypes de genre et j'en étais très heureuse. » Très bien. Mais précisément, si nous vivons dans une société démocratique, il peut y avoir des débats sur quel stéréotype de genre. J'avais été très frappé, pour ma part, au moment de la Manif pour tous, par un des slogans utilisés, qui était « Pas touche à nos stéréotypes de genre ». Autrement dit, les gens qui protestaient contre la théorie du genre, comme on le disait en France, ou l'idéologie du genre, comme on le dit dans d'autres pays, ils insistent sur le fait que c'est important qu'il y ait des stéréotypes de genre. Par exemple, le bleu et le rose. Ça, c'est des stéréotypes de genre. Et à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert parce qu'il y a une inquiétude chez les conservateurs à l'idée que si on ne fait pas tout un travail pour conforter l'ordre sexuel, c'est-à-dire pour maintenir un ordre sexuel conservateur, eh bien, ça risque de changer. Je crois donc qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que la bataille, ce n'est pas entre des gens qui croient qu'il y a des stéréotypes et d'autres qui croient que c'est juste la nature. En réalité, des deux côtés, on sait qu'il y a des stéréotypes. La question, c'est quels stéréotypes voulons-nous, c'est-à-dire quelles normes voulons-nous ? Ok, merci. Éric Zemmour est ainsi rassuré, je l'espère. Jusqu'à un certain point. Et pour en revenir au livre, je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit dans la première réponse, quand vous avez lié les théories féministes et le genre, parce que vous dites bien effectivement dans le livre que les courants féministes et le genre ont
parfois été proches, parfois moins. D'abord, dans les années 50-60, le genre a été utilisé comme outil pour appuyer les théories féministes, pour notamment à l'époque défendre les idées d'égalité entre hommes et femmes. Et puis plus tard, dans les années 80-90 en France, vous expliquez que certaines féministes ont réchigné à être apparentées aux études de genre. De façon synthétique, pouvez-vous nous parler de cette connexion parfois évidente, parfois moins, entre les théories féministes et les théories du genre ? Il y a des mouvements sociaux. Ces mouvements sociaux sont bien sûr nourris de réflexions, donc de théories. Mais en même temps, ce qui s'est constitué, c'est un champ d'études. Et un champ d'études, eh bien, ça a une certaine autonomie. Le risque, c'est que ça s'éloigne des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui avait été conçu comme un prolongement des mouvements féministes et LGBT, eh bien, finalement, ça devienne un peu dépolitisé. Donc, il peut y avoir une tension autour de ça. Et un certain nombre de féministes ont pu craindre que le mot genre ne revienne à effacer les femmes. Parce qu'après tout, on est passé d'un mouvement de femmes à des études de genre. L'avantage, bien sûr, quand on parle de genre, c'est qu'on n'est pas seulement en train de parler des femmes, on est en train de parler de l'ordre sexuel dans son entier. C'est-à-dire que ça amène à parler non seulement des hommes et des femmes, ce qui permet par exemple de comprendre ou de réfléchir du moins à ce qui se passe autour du masculinisme, mais aussi ça permet de réfléchir aux questions de sexualité, donc les minorités sexuelles. Donc l'avantage du concept de genre, c'est que ça engage à penser tout cela à la fois et pas simplement un groupe social qui serait les femmes, puisque c'est un concept. L'inconvénient, c'est qu'on a le risque que ça devienne un petit peu abstrait, loin de la réalité objective qui est celle des femmes. Donc, par exemple, sur le fait que eh bien, les salaires sont inégaux entre les hommes et les femmes, qui est une question très simple, qui, à la limite, pourrait-on penser, ne demande même pas de recourir au concept de genre. Après tout, c'est la question de la catégorie de sexe. Dans les statistiques, on voit que les femmes sont moins payées que les hommes. Alors, à quoi ça sert le genre ? En fait, ce qui me paraît très simple, c'est que nous vivons dans des sociétés qui revendiquent l'égalité entre les sexes. Et nous savons bien que nous vivons dans des sociétés où l'égalité entre les sexes, ce n'est pas la réalité. Donc, comment expliquer l'écart entre les deux ? Et c'est là que le genre, c'est-à-dire tout un ensemble de représentations, de normes, de pratiques, eh bien, ça donne un éclairage pour comprendre l'écart qui reste considérable entre les idéaux revendiqués et la réalité sociale. On va maintenant vous écouter dans une mise en abîme incroyable. Vous interveniez au Collège de France assez récemment, en 2025, je crois. Et dans votre propos liminaire, vous évoquiez la considération des études de genre en France. On va regarder ça. Parce qu'en réalité, les études de genre en France ont longtemps été considérées avec indifférence et même avec condescendance. En particulier, ou y compris, dans le monde universitaire. D'autant plus qu'elles étaient, le plus souvent, portées par des femmes ou par des minorités sexuelles dans leur articulation avec les études sur la sexualité. Question très simple, est-ce que les choses vont changer et comment depuis l'époque que vous évoquez ? J'imagine que oui. Alors effectivement, peut-être que la première chose qu'on peut dire, c'est que le fait même qu'il y ait au Collège de France un colloque qui s'appelle « Genre et sciences », qui a donné lieu ensuite à une publication, à un ouvrage du même titre, eh bien c'est un signe des temps, à savoir qu'il y a une légitimation relative, mais une légitimation des études de genre. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais très heureux de participer à ce colloque, c'est parce qu'on voyait bien l'émergence non seulement d'un concept, mais d'un champ d'études, c'est-à-dire avec des gens très différents, dans des disciplines très différentes. C'était la première fois que vous interveniez au Collège de France. Voilà. Et je crois que ce collectif que constitue un champ d'études, eh bien, c'est quelque chose qui est important, parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement qu'il y a des individualités qui produisent des arguments, ou ça veut dire que ce ne sont pas seulement quelques femmes qui, en tant que féministes, interviennent, mais c'est aussi, plus largement, et en particulier avec les nouvelles générations, dont je ne fais pas partie, avec les nouvelles générations, eh bien, il y a beaucoup de travaux et beaucoup de choses intéressantes, qu'il s'agisse de penser le genre du capital, ou qu'il s'agisse de penser des questions de religion, ou des questions d'immigration, etc. Donc, je crois qu'on a changé de monde. Mais en même temps, on voit bien que
pendant longtemps, et en particulier lorsque j'ai débuté dans ce domaine, dans les années 90, au début des années 90, eh bien, la posture qui est celle que je rappelais, en général, c'était la condescendance vis-à-vis des études de genre. C'était pas sérieux. Les vraies questions sociales se posaient ailleurs. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on a tendance à opposer le social au sociétal. Le social, ce serait la classe, et le sociétal, ce serait toutes ces petites questions minoritaires qui sont un peu une distraction par rapport aux vrais enjeux. Donc on n'en est pas tout à fait sorti. Mais quand même, premièrement, il s'est passé dans les années 2000 quelque chose d'important, c'est la légitimation institutionnelle avec la constitution de masters, et en particulier de masters en études de genre dans plusieurs universités. Donc ça permet de former des générations. Alors ça avait déjà commencé avant, par exemple, on a l'Institut Émilie du Châtelet de la région Île-de-France qui a financé beaucoup de doctorats et beaucoup de post-doctorats, ce qui a contribué au développement des études de genre. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a joué un rôle déterminant. Donc on a ça. Mais en même temps, dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une tendance à instrumentaliser les questions sexuelles à des fins, on va dire xénophobes, islamophobes, racistes, c'est-à-dire fondées sur l'idée que d'un côté il y a nous, et nous c'est plutôt bien, parce que nous on est très féministes. On a toujours déjà été féministe. La France aurait toujours déjà été ouverte à l'égalité entre les sexes. Alors, les femmes ont tendance à en douter un peu, et elles se rappellent que la France a tardivement, par exemple, ouvert le vote aux femmes. Donc, c'est une histoire qu'on se raconte, ça n'est pas la réalité. Et pareil par rapport aux minorités sexuelles, en disant la France est très tolérante, mais en réalité, on sait l'opposition qu'il y a eu à la reconnaissance des droits pour les couples de même sexe. Mais c'est un discours qu'on s'est tenu en France, bien volontiers dans la politique, et en particulier, par exemple, avec quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, mais plus généralement dans les politiques d'immigration, pour bien dire, il faut faire attention avec les immigrés. C'est pas du tout qu'on soit raciste, mais quand même, il faut faire attention parce que ces gens-là, ils sont pas très gentils avec les femmes et les homosexuels. Alors que nous, bien sûr, on est impeccables. Ce discours-là, il a mis les études de genre dans une situation un peu compliquée. Comment ne pas être instrumentalisé dans une lutte qui, au nom de la démocratie, renverrait les autres, le Sud, les autres religions, etc., dans la barbarie, alors que nous serions du côté de la civilisation. Mais c'est quelque chose qui a encore changé dans les années 2010, puisqu'on a vu émerger, avec les attaques anti-genre, on a vu émerger des discours qui étaient à la fois anti-genre, donc souvent sexistes, homophobes, transphobes de plus en plus, mais aussi xénophobes, racistes, etc. Et on le voit avec une sorte d'apothéose aujourd'hui avec des gens comme Donald Trump. Donc en fait, à chaque fois, nous opérons dans des contextes particuliers. Et je crois que nous avons toujours intérêt à penser que les études de genre, parce que ça parle de la société, eh bien ça doit prendre en compte le contexte social dans lequel nous travaillons. Entre les lignes, l'émission scientifique et littéraire de Paris Nanterre. Et ça rime en plus. Merci. Il y a aussi le contexte linguistique. Tu avais une question là-dessus, Lisa. Oui, toujours par rapport au livre. Ce qu'on voit dans les études de genre, c'est que le sexisme est incarné dans notre société sous plusieurs aspects, et notamment dans le langage et l'apprentissage du français à l'école. Vous dites alors que le genre grammatical est en fait un rappel à l'ordre, une extension du genre social, avec une logique plus politique que linguistique. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce sexisme dans le langage ? La première chose, c'est que il m'a paru utile de souligner cette dimension inscrite dans le langage, et en particulier dans la langue française, parce qu'on nous a longtemps raconté, pour résister à la diffusion, à la circulation des études de genre de manière internationale, que, au fond, le genre, ça venait des États-Unis, de l'Amérique, c'était le gender, et que le gender, eh bien, c'était intraduisible, parce que, au fond, c'est pas dans notre tradition. Chez nous, les hommes et les femmes se sont toujours bien entendus. Ça remonte au salon d'Ancien Régime et au bonheur de la conversation aristocratique. En réalité, on s'est rapidement rendu compte que, par exemple, la question des violences sexuelles, c'était pas un monopole des États-Unis et qu'on avait ça en France aussi. Donc,
il s'agit de penser pourquoi on nous a dit que le gender, ce serait intraduisible. Or, il se trouve que tout le monde en France apprend le mot genre, ce qui n'est pas le cas en anglais, par exemple. Pourquoi ? Parce que le genre grammatical, eh bien, c'est une catégorie qui est enseignée à l'école dès le début. Et c'est pas simplement que c'est enseigné, mais c'est enseigné avec une règle qui est que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle, elle a une histoire qui a été étudiée par des féministes qui ont montré que, en fait, au XVIIe siècle, eh bien, on commence à se battre au moment où il y a des femmes qui aspirent à une certaine reconnaissance culturelle, intellectuelle. Eh bien, on va introduire dans la langue ce principe pour les remettre à leur place. Autrement dit, la grammaire elle-même a une histoire qui est prise dans des questions de genre. Le genre est pris dans des questions de genre, le genre grammatical dans le genre au sens politique. Donc ça, c'est un exemple, mais on le voit dans notre pratique quotidienne, c'est-à-dire que si un enfant se trompe en parlant à l'école et utilise le féminin à la place du masculin ou l'inverse, eh bien, il va y avoir des rires, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rappels à l'ordre. Et bien sûr, ça peut être des erreurs sans conséquence. Mais on sait bien aussi que pour une partie d'entre nous, eh bien, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire, c'est une difficulté à s'identifier en ces termes. C'est-à-dire de ne pas se reconnaître forcément dans le fait d'être un homme ou une femme, ou en tout cas pas dans le sexe assigné à la naissance. Au-delà de ces cas particuliers, pourrait-on dire, il y a aussi le fait qu'on est censé avoir l'air masculin quand on est un homme. On est censé avoir l'air féminin quand on est une femme. Mais sinon, bien, ça veut dire qu'on est un garçon manqué pour une femme. Ou bien ça veut dire que pour un homme, on est efféminé. Donc il y a des rappels à l'ordre. Mais ils passent, entre autres, par la langue. Et en particulier, ce qui m'a toujours frappé, c'est que à quoi passe-t-on son temps à l'école quand on est petit ? Eh bien, à travailler l'accord du participe passé. C'est quand même une spécialité nationale, coûteuse, parce qu'on prend des années à essayer de comprendre cette règle, et donc quand on devient prof, on est très fier, parce qu'on maîtrise à peu près, avec de temps en temps une erreur, et en particulier s'il s'agit des verbes pronominaux, je vous recommande de ne pas essayer à la maison, mais le problème, c'est que en fait, c'est un rappel à l'ordre constant sur le fait que l'ordre grammatical, eh bien, c'est un ordre du genre et qu'il ne faut pas se tromper. Donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que, par exemple, lorsqu'on parle de soi au féminin, on doit savoir comment se terminent les participes passés, parce que s'il va falloir rajouter un E, eh ben, il faut savoir si ça se termine par un S ou par un E ou par un T ou par un etc. Voilà. Donc, je crois que la langue, c'est important parce que c'est quelque chose qui est présent tout le temps dans toutes les phrases que nous utilisons. J'ai essayé et je vais essayer de continuer à ne pas me tromper sur mes accords jusqu'à la fin de cette conversation. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Effectivement, dans le livre, Elisa, tu m'arrêtes si je me trompe, il y a dans le passage que vous évoquez, vous dites aussi que c'est une charge supplémentaire pour les filles d'apprendre en fait à conjuguer, etc. En un sens, l'avantage pour les filles, c'est que ça les amène à être un peu meilleurs élèves. Mais évidemment, c'est coûteux. C'est-à-dire qu'il faut faire cet effort supplémentaire. Mais on voit bien que cette question n'est pas du tout anecdotique, puisque on voit se déchaîner les passions dès qu'il est question d'écriture inclusive. En particulier, si vous avez un point médian qui traîne quelque part, vous aurez des réactions virulentes de la part de gens qui considèrent que c'est la fin du monde. C'est bien la preuve, cette hostilité à l'idée que la langue puisse changer, c'est bien la preuve qu'il y a un enjeu et que cet enjeu est politique. Si l'Académie française, mais aussi le ministre de l'Éducation nationale et d'autres se mobilisent avec autant de ferveur pour empêcher que la langue ne change, par exemple sur une question telle que le masculin l'emporte sur le féminin, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas sorti du XVIIe siècle. Alors là, on va rester au XXIe siècle avec Michel Onfray cette fois. Écoutons-le. Et je pense que la théorie du genre, qui nous vient des États-Unis, et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné, qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux.
On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Donc qu'on agisse sur les stéréotypes et qu'on évite évidemment le machisme et la phallocratie, je suis évidemment pour ça. Mais ça ne se fera pas en considérant que la nature n'existe pas. Oui, donc c'est cette fameuse opposition nature-culture que vous pointiez dans votre intervention au Collège de France, qu'on a vu juste avant. Dans cet extrait, Michel Onfray, il évoque aussi le terme de théorie du genre, comme vous l'évoquiez au début de l'émission. Cette appellation, vous la contestez, et vous en aviez d'ailleurs fait l'un des éléments de votre propos liminaire de la conférence au Collège de France. Quel est votre avis sur les propos de Michel Onfray et sur cette opposition entre nature et culture qu'il évoque un peu plus loin dans l'extrait? Dans l'ouvrage, vous dites qu'on ne saurait en fait réduire la question du genre à cette opposition nature-culture. Alors d'abord, il faut reconnaître à Michel Onfray qu'il ne connaît rien à cette question. Ce qui excuse sans doute le fait de dire des choses pour le moins approximatives. Là, c'était en 2011. Peut-être que depuis, il a progressé. Mais disons qu'il découvrait tout cela dans le contexte des mobilisations anti-genre, et donc il avait envie de participer. Bon. Mais premièrement, l'utilisation de l'expression théorie du genre participe d'un anti-intellectualisme. Autrement dit, on peut être un intellectuel et être très activement impliqué dans un anti-intellectualisme politique, puisque ça vise des choses qui seraient loin de la réalité, qui seraient la théorie. Ensuite, sur la question nature-culture, dire que la nature n'existe pas n'a aucun sens. Les études de genre n'ont jamais dit cela. Premièrement, ce que je vous rappelais tout à l'heure, c'est que dans les années 70, au contraire, c'est l'opposition entre sexe et genre, c'est-à-dire entre nature et culture, qui, comme dans les années 50, structure la pensée des études de genre, avec quelqu'un comme par exemple Gail Rubin, qui est une anthropologue. Il s'agit de voir comment la société transforme du sexe en genre. Ça, c'est les années 70 et jusqu'au début des années 90. Mais effectivement, au début des années 90, on voit apparaître autre chose. En particulier avec le livre qui a été traduit en français 15 ans plus tard, de Judith Butler, donc sous le titre en français « Trouble dans le genre »,« Gender Trouble ». Mais aussi avec un article qui est publié en 1993 par une biologiste féministe, Anne Fausto-Sterling, qui s'appelle « Les 5 sexes ». Et ça donnera un livre ensuite qui a été traduit en français. Dans les deux cas, en fait, il y a une relecture féministe de la catégorie de sexe. Et en particulier, chez Anne Fausto-Sterling, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, au fond, nous organisons habituellement la catégorie de sexe autour de 2 possibilités, homme ou femme. Mais elle dit, il y a quand même des hermaphrodites. C'est le terme qu'on utilisait encore à l'époque, et c'est justement à partir de 1993 qu'un mouvement intersexe va revendiquer ce nouveau terme, cette nouvelle identification. Et elle-même, Anne Fausto-Sterling, va travailler en collaboration avec ces mouvements intersexes. Mais donc, on dit il n'y a que 2 sexes, mais on pourrait dire qu'il y en a 3. Et après tout, on pourrait dire qu'il y en a 5, parce qu'il y a des pseudo-hermaphrodites, comme on disait à l'époque, plutôt féminins, et des pseudo-hermaphrodites plutôt masculins. Donc elle dit, il y a 5 sexes. Évidemment, c'est une sorte de provocation ironique, parce que ce que ça veut dire, c'est que la manière dont nous décrivons la réalité, c'est une convention. Et ça marche plutôt bien statistiquement, c'est-à-dire que la plupart des gens sont dans la catégorie A, homme, ou B, femme. La plupart. Et les autres? Les autres, on peut se dire, ce sont des anormaux. Et ce qu'elle dit, c'est, oui, mais ça, c'est juste une décision que nous prenons. Nous pourrions très bien dire qu'en fait, il y a un continuum. On peut contester, bien sûr, cette expression de continuum, mais peu importe. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut bien distinguer la biologie comme discipline, c'est-à-dire une manière de rendre compte de la réalité, et la biologie comme réalité des corps. Au fond, les savoirs et la réalité,
c'est pas la même chose. C'est un savoir sur la réalité, une manière particulière d'organiser le monde. C'est pour ça qu'il y a effectivement des théories. On voit bien qu'en physique, par exemple, il y a des théories. Que pour parler de l'évolution, eh bien, on dispose d'une théorie. Mais ça peut changer avec le temps. La science, c'est pas quelque chose qui donne des vérités théologiques. C'est pas la même chose que les vérités de sens commun. C'est en fait des élaborations avec des théories pour essayer de rendre compte du monde. Donc l'anti-intellectualisme, c'est de considérer que la théorie, c'est pas vrai. Ben non, la science, ça marche avec des théories. Donc quand on voit l'accusation de Michel Onfray, mais d'autres aussi, pour dire finalement, les études de genre, ça nous dit que la nature, ça n'existe pas. Ben, c'est faux. Ce que ça nous dit, c'est que ce n'est pas la nature elle-même qui va décider de l'état civil. Par exemple, nous vivons dans des sociétés aujourd'hui où, selon certaines conditions, on peut changer de sexe. Ça veut bien dire que ce n'est pas juste les chromosomes. Et d'ailleurs, la définition par la biologie du sexe, eh bien, elle n'est pas univoque. Il y a 3 définitions pour la biologie du sexe. Il y a le sexe chromosomique, mais il y a aussi le sexe des gonades, et enfin, il y a le sexe des organes génitaux. Ces 3 choses. En général, ça coïncide, mais pas toujours. Donc en fait, il est important de ne pas considérer que la science doit fonctionner comme une vérité théologique. C'est une manière de décrire le monde. Et donc on peut éventuellement changer les manières de décrire le monde. Ça ne veut pas dire que la réalité n'existe pas, mais ça veut dire que nous ne connaissons la réalité qu'à travers des catégories. Donc c'est en ce sens-là que nous pouvons réfléchir sur la manière dont c'est construit socialement. Donc la biologie, ça existe. Mais ce n'est pas forcément la même chose que la discipline biologique. De l'université à la librairie, de la librairie au studio radio, vous écoutez Entre les lignes, une émission scientifique et littéraire. Merci, effectivement. Vous mentionniez les personnes intersexes. Et justement, Lisa, tu avais une question sur ces cas un peu particuliers. Oui, justement, en parlant de la biologie, dans votre ouvrage plus loin, vous dites « Notre manière d'incarner le genre n'est pas inscrite dans nos gènes, non plus dans nos organes génitaux. » Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que les sciences médicales se sont emparées des questions du genre. Et notamment, vous racontez l'expérience menée par John Monnet sur 2 garçons. L'un a été élevé dans des stéréotypes de genre masculin, l'autre dans des stéréotypes de genre féminin. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience et plus globalement nous dire comment les sciences médicales ont marqué un tournant dans les études de genre et ce qu'elles ont apporté? Alors effectivement, les personnes qu'on a longtemps appelées hermaphrodites et qu'on appelle aujourd'hui intersexes, eh bien, c'est un peu un révélateur des paradoxes du concept de genre. Au XIXe siècle, on dispose d'un récit qui a été publié ou republié par Michel Foucault en 1978, qui est celui d'Herculine Barbin, c'est-à-dire des souvenirs à la première personne d'une personne qualifiée de pseudo-hermaphrodite qui a vécu jusqu'à l'âge adulte en tant que femme et qui a changé de sexe à l'état civil ensuite. Vous pouvez juste rappeler la date? Alors, le texte a été publié pour la première fois en 1872 et c'est, je crois, en 1869, si je ne dis pas de bêtises, que Barbin est décédé en laissant ce manuscrit. Je dis Barbin pour ne pas donner le prénom, puisque dans la deuxième partie de sa vie, c'est un nouveau prénom, Abel, qui avait été choisi par Barbin. Ce récit est passionnant et je le recommande à tout le monde. On peut même le trouver en ligne dans la version du 19e siècle, mais aussi pour le monde étudiant. On y a accès via Kern et la réédition que j'avais proposée de ce volume, d'abord édité par Michel Foucault en 1978, mais réédition que j'avais proposée en 2014. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, changer de sexe, ça n'implique aucune intervention médicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au XIXe siècle, d'hormones pour la science. Mais il n'y a pas non plus d'intervention chirurgicale. Autrement dit, les médecins, en l'occurrence sur la demande de Barbin, l'examinent et disent « Ah oui, on s'est toujours trompé, donc c'est un garçon, donc il suffit de changer à l'état civil et de mettre un costume d'homme, et voilà ». C'est ça qui va changer au XXe siècle, avec d'une part la possibilité des opérations, qui va se développer, mais aussi avec les hormones. Dans les années 50,
John Money, qui est un psychologue, qui va avoir un rôle très important à l'université Johns Hopkins, eh bien, ce psychologue, il développe une théorie du genre, avec le concept de genre qu'il va forger. Il y aura aussi Robert Stoller, un psychanalyste, qui va jouer un rôle complémentaire autour des personnes dites à l'époque hermaphrodites ou affectées de ce qu'on appelait à l'époque le transsexualisme, dans un vocabulaire pathologisant. Donc, qu'est-ce que dit John Money? Il dit, au fond, le genre, c'est quelque chose qui est indéterminé jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, on peut agir dessus lorsque ce sont des bébés. Ça, c'est une conception qui est à la fois progressiste et extrêmement réactionnaire, les deux à la fois. Progressiste, pourquoi? Parce que c'est une réaction après la Deuxième Guerre mondiale contre l'idée que la biologie détermine ce que nous sommes, c'est-à-dire le spectre du nazisme. Là, au contraire, c'est l'idée, mais non, c'est pas la nature, c'est la culture. D'où l'opposition. Mais c'est évidemment très réactionnaire en ce sens que ça vise à mettre chacun dans une case, à ce que tout soit bien clair et que s'il y a des exceptions à la norme, eh bien on les élimine, non pas en éliminant les personnes, mais en remettant de l'ordre dans le désordre sexuel. Alors, le cas de David Reimer est une histoire tragique, puisque ça commence par le fait qu'il y a des jumeaux. Ces jumeaux ont un problème qui est assez commun, qui s'appelle phimosis, c'est-à-dire une difficulté à uriner lorsqu'ils sont bébés. Et donc, intervention chirurgicale avec une circoncision, mais le procédé utilisé par le médecin est un désastre, et donc ça détruit, pour l'essentiel, le pénis d'un des 2 bébés. Pardon pour le côté très brutal de cette description, mais c'est nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit. Autrement dit, ça n'est pas un enfant intersexe, c'est un enfant qui n'a aucun problème particulier, sauf qu'un médecin a raté son intervention pour une circoncision. Mais les parents, évidemment, sont très embêtés et ils voient à la télé John Money qui dit « on peut régler tout ça ». Et ça va devenir un cas mis en avant par John Money pour dire que sa théorie est bonne. D'autant plus qu'on a ce qui est un peu le grand fantasme scientifique de l'après-guerre, les jumeaux. Donc on peut comparer et on peut dire, vous voyez bien, tout relève de l'éducation. Le problème, c'est que les parents vont accepter ça, parce qu'évidemment, ils sont très désarmés devant cette situation. Et donc, ça va vouloir dire une intervention chirurgicale pour compléter en quelque sorte l'œuvre de destruction du pénis. Et puis ensuite, il va y avoir tout un accompagnement psychologique, il y aura la volonté de lui donner des hormones, voire d'avoir une intervention chirurgicale pour en faire une fille. Parce qu'à l'époque, ce qu'on considère, c'est que c'est quand même plus facile de faire une fille que de faire un garçon, chirurgicalement. C'est-à-dire, c'est plus facile de creuser que d'ériger, en quelque sorte. Donc on voit toute la violence qui malheureusement transparaît aussi dans ma manière de le raconter sans doute, mais la violence qui est faite à des corps, mais aussi à des personnes. Et en l'occurrence, il se trouve que ça n'a pas marché du tout. Et que plus tard, David Reimer, qui aura choisi de devenir un garçon alors même qu'il ignorait toute cette histoire, mais qui se sera toujours identifié comme garçon, il aura refusé de jouer le jeu, il aura refusé toutes les manières qui lui étaient imposées avec, par exemple, mimer des actes sexuels avec son jumeau pour que l'un joue le rôle du garçon et l'autre le rôle de la fille. Donc tout cet apprentissage violent, eh bien, il l'a rejeté avec horreur et il va raconter son histoire. Alors c'est intéressant du point de vue, c'est tragique d'abord, mais c'est intéressant du point de vue des études de genre parce qu'on pourrait se dire, ah bah vous voyez, les études de genre, ça mène à ça. C'est ce que disait Michel Onfray. C'est-à-dire c'est une violence faite aux personnes. En réalité, le féminisme des études de genre, il va protester contre ça, parce qu'il ne s'agissait pas de rendre les gens normaux, il s'agissait de critiquer la norme pour le féminisme. Et donc Judith Butler, par exemple, va écrire un texte en disant, au fond, la question, c'est pas nature ou culture. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de vivre quand on ne colle pas bien avec les catégories sociales telles qu'elles existent ?
Et donc, c'est la question de ces vies qui ont du mal à exister à cause des normes sociales. Donc le problème ultime n'est pas nature ou culture. Et par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui pour les personnes trans, c'est que autant dans les années 50, on pouvait dire changer de sexe, c'est devenir vraiment un homme ou devenir vraiment une femme. C'était plus souvent la deuxième solution à l'époque. Aujourd'hui, pas forcément. Les personnes trans peuvent revendiquer d'être trans plus que d'être homme ou femme. Autrement dit, dans les années 50, c'était le seul moyen de changer de sexe, c'est-à-dire de secouer l'imposition de la norme. C'était de dire « non, non, c'est juste une erreur, je suis de l'autre côté ». Aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de liberté, un peu plus la possibilité de se définir comme on veut jusqu'à un certain point, et donc de ne pas adhérer à ces catégories. Donc en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas nature ou culture, c'est tout simplement qui choisit. Et en particulier, si c'est des enfants de moins de 2 ans, eh bien ça veut dire qu'ils n'ont pas voix au chapitre par définition. Au contraire, ce qui est revendiqué par le mouvement intersexe, c'est le fait que c'est aux personnes de décider. Que bien sûr, on peut assigner à l'état civil un sexe au début, si c'est nécessaire. Mais que le plus important, c'est de ne pas faire des interventions chirurgicales qui seront irréversibles. Et donc, la question, comme pour le féminisme en général, c'est qui décide de ce qu'on fait avec les corps des gens. C'est la question pour l'avortement, c'est la question pour les personnes trans, c'est la question pour les personnes intersexes. Merci beaucoup. On va assez rapidement conclure avec Simone de Beauvoir. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Voilà, on vient d'entendre Simone de Beauvoir en 1975 dans l'émission Questionnaire sur TF1. Et en fait, cet extrait m'a amené à m'interroger sur un passage de l'ouvrage, un passage sur les dragues, et vous citez Judith Butler, justement, qui explique que les dragues passent par, je cite, une parodie du genre sans modèle. Et le passage se conclut par la phrase suivante « On ne naît pas femme, mais sans doute est-il impossible de le devenir tout à fait ». Donc voilà le lien avec Simone de Beauvoir. 50 ans après Simone de Beauvoir, quelle nuance cette réflexion apporte-t-elle ? Alors, rapidement. Effectivement, la position de Simone de Beauvoir qu'on entend ici en 1975, c'est celle qu'elle défendait déjà en 1949, à savoir une conception sociale de la construction des sexes. Elle n'utilise pas le terme de genre, mais ça revient à ça. Ce que rajoute Judith Butler, c'est que, et elle s'inspire entre autres de Monique Wittig, ce que rajoute Judith Butler, c'est que, en fait, ça peut donner l'impression que, à la fin, les femmes deviennent des femmes et les hommes deviennent des hommes. Ben, pas forcément. Et pas forcément, non seulement pour les exceptions, c'est-à-dire, par exemple, pour Monique Wittig, c'est la lesbienne. La figure de la lesbienne qui ne serait pas une femme, parce qu'elle refuse l'ordre hétérosexuel qui accompagne le partage des sexes. Mais ce n'est pas seulement les exceptions, mais c'est même tout le monde. Parce qu'au fond, quand on se dit « bon, je voudrais être un homme tel qu'un homme est censé être », ou « je voudrais être une femme telle qu'une femme est censée être », ben, ça sous-entend qu'il y aurait un modèle qui serait déposé, un peu comme le maître étalon au pavillon de Breteuil, et donc on saurait à quoi on est censé ressembler. Le problème, c'est que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même une interrogation pour beaucoup de gens sur savoir, bon, si je veux être un homme, je suis censé être comment ? Et pour les femmes aussi. Et en particulier, c'est quelque chose qui se joue non seulement dans le rapport à soi-même, mais dans le rapport aux autres, dans la présentation de soi, y compris dans les rapports amoureux. C'est quoi se comporter comme une femme aujourd'hui ?
Comme il n'y a pas un modèle qui serait déposé quelque part et auquel il suffirait de se conformer, eh bien ça veut dire que tout le monde bricole et qu'au fond, il y a des manières différentes. Bien sûr, il y a des modèles dominants. Mais on voit bien que, par exemple, la grande inquiétude des masculinistes et des incels, c'est qu'ils ne savent plus très bien. Parce qu'on va avoir à la fois les gros musclés comme Joe Rogan aux États-Unis qui vont conseiller le président Trump, mais on va avoir aussi les incels maigrichons qui vont aller tirer dans le tas sur les femmes, comme on l'a vu déjà à l'école polytechnique à Montréal en 1989. Donc en réalité, aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est en cela qu'il y a du trouble dans le genre, c'est que personne n'est tout à fait sûr de savoir comment se comporter en tant qu'homme ou en tant que femme, et a fortiori, bien sûr, si on n'adhère pas à ces catégories. Comment se comporter, on ne sait pas bien. Donc il y a du trouble. Mais ce trouble, eh bien, on peut le vivre, comme Éric Zemmour ou d'autres, avec une très grande inquiétude, l'idée que c'est la fin du monde, ou bien on peut se dire qu'après tout, c'est une forme de liberté qui s'ouvre pour nous. Eh bien, merci. Je vais passer à la conclusion. On ne naît pas femme, on le devient. Mais est-on condamné à le devenir ? Les questions de genre ne cessent de prendre de l'ampleur dans le dialogue sociétal et il est essentiel d'en comprendre les enjeux pour participer au débat. C'est pourquoi, Éric Fassin, nous vous remercions de nous avoir éclairés sur les études de genre à travers votre livre, mais aussi pour votre travail de recherche. Et merci à vous qui nous écoutez. On espère que ce premier épisode de Entre les lignes vous a plu. Et si le sujet vous intéresse davantage, n'hésitez pas à vous procurer le livre Les études de genre de Éric Fassin aux éditions des Presses universitaires de France. Effectivement, merci beaucoup Éric Fassin de nous avoir accordé cet entretien. Je pense que le sujet ne peut qu'être plus clair maintenant. On vous recommande effectivement, comme tu le disais Lisa, cet ouvrage, c'est votre dernier il me semble, Les études de genre. Pas tout à fait le dernier, tout à fait. Mais... vous pouvez parler du dernier rapidement, si vous voulez. Peut-être qu'on pourrait citer le livre que j'ai publié avec Caroline Ibos, qui est dans le même laboratoire que moi, le Sophiapol, et c'est un livre qui s'appelle La savante et le politique, et le sous-titre c'est « Ce que le féminisme fait aux sciences sociales ». C'est publié également au PUF, et c'est une manière de réfléchir contre les injonctions à la neutralité, c'est-à-dire où on nous dit « oh là là, il ne faut surtout pas faire de politique ». Quand on fait des études de genre, on fait forcément de la politique. Et donc essayer de réfléchir à ça, et à ce que ça veut dire pour les sciences sociales, non seulement en relisant des classiques, à partir de Weber et Bourdieu, mais en lisant des épistémologies féministes, avec des gens comme Donna Haraway, par exemple, ou Sandra Harding, ou d'autres, et puis de relire un peu l'histoire des sciences sociales à la lumière de cette question. Parce qu'au fond, il y a un enjeu qui est de savoir que si le savoir n'est pas neutre, eh bien il est important de situer le savoir. C'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans notre entretien et j'espère que ça pourra être utile, de même que cet ouvrage, eh bien, il a une vocation pédagogique, c'est-à-dire ne pas se laisser intimider en se disant que les études de genre c'est compliqué, puisque en réalité ça concerne tout le monde. C'est mon point de départ dans ce livre. Tout le monde sait ce que c'est, parce que c'est dans nos vies. Merci beaucoup Éric Fassin. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Entre les lignes. À bientôt.